On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un projet d'aide humanitaire au Bénin. C'est 10 jeunes de la région qui vont se rendre là-bas à la fin mars. Mais d'abord, il est question de l'avenir de l'aéroport municipal et aussi des prises de position du comité de citoyens qu'on appelle Vigilance Aéroport Saint-Jean. L'un des enjeux importants en ce moment, du moins pour l'hiver et le printemps qui s'en vient à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est l'avenir de l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous savez, l'été passé, il y avait un projet d'école de pilotage. Finalement, ça n'a pas fonctionné, mais évidemment, les citoyens du secteur se sont soulevés. Ils ont formé un comité. S'en est suivi une prise de position de la Ville de tenir une consultation publique, de mettre sur pied un comité aviseur. La semaine dernière, on recevait d'ailleurs les deux fonctionnaires responsables de cette consultation, Luc Côté, Sophie Latour, pour nous expliquer un peu le processus. Il y a d'ailleurs une porte ouverte samedi prochain à l'aéroport. Et là, évidemment, les gens peuvent contribuer à cette consultation. Qu'en est-il du point de vue et de la participation du comité Vigilance Aéroport Saint-Jean avec nos deux invités? D'abord, Raymond Boucher. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Normand Fauché. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bon, évidemment, l'an passé, quand il y a eu ce projet avorté d'école de pilotage, rapidement, les citoyens qui s'étaient déjà organisés 10 ans ou 20 ans auparavant, hein, c'était un peu comme le jour de la marmotte qui revient périodiquement, vous vous êtes organisés pour, évidemment, faire une levée de bouclier pour dire à la Ville que vous n'en vouliez pas. Bon, finalement, le projet a avorté. Par contre, on est encore dans le même débat de l'avenir de l'aéroport. Qu'est-ce qu'on fait avec l'aéroport? Et pendant tout ce temps-là, il y a des citoyens qui habitent autour. Il y a même des nouveaux développements pas loin de l'ancien Orlicon sur Séminaire. Donc, et là, vous avez réaffirmé cette semaine votre position de dire, écoutez, on n'est pas contre l'aéroport, on n'est pas contre le développement, mais les écoles de pilotage, ça, on n'en veut pas. Pourquoi? Absolument. Bien, écoutez, les écoles de pilotage, c'est l'activité qui amène le plus souvent la nuisance, c'est-à-dire un bruit qui est répété, qui est continu et qui est composé notamment de manœuvres de poser-décoller. Donc, un posé-décoller, c'est que l'avion est en approche, soit touche ou effleure la piste, et puis remet les gaz pour repartir. À cause de la proximité des zones résidentielles par rapport à la piste, c'est évident qu'il y a énormément, première chose, de bruit. Deuxième chose, c'est l'aspect répétitif qui fait en sorte qu'il y a une intensité. Lorsque le circuit normal d'une école de pilotage qui fait des posés-décollés, c'est à peu près, ça va de 4 minutes et demie à 6 minutes. Et on l'a vu l'été passé, les horaires étaient quand même déterminés pour permettre les posés-décollés. On était relativement satisfait de cette situation-là. Et c'est que lorsqu'il y a des mouvements, et ça pour un avion, et lorsqu'il y a 3 avions, par exemple, qui font des manœuvres en même temps, on se trouve avec une fréquence qui est quand même presque aux minutes ou en deçà d'une minute pour un passage. Et ça devient extrêmement stressant pour la population. M. Fauché, pour que les gens comprennent bien, quelqu'un qui habite dans Saint-Edmond ou Saint-Lucien, dans votre secteur, lorsqu'il y a des atterrissages ou des décollages, à quel type de nuisance êtes-vous confronté? Ça ressemble à quoi? Comme disait Raymond, il y a la fréquence, mais il y a aussi l'intensité. Et l'autre variable, c'est la spontanéité. C'est-à-dire que quand les avions font leur approche, on n'entend pas nécessairement proche que quand on est dans la maison ou à l'extérieur, mais c'est que souvent, étant donné qu'il est en approche, l'avion va remettre les gaz, pas tellement loin de la piste, parce qu'il faut prendre conscience que le bas de piste est à 1250 pieds des premières maisons, ce qui est énormément proche si on compare avec les autres aéroports. Donc, quand l'avion touche le sol, c'est à ce moment-là qu'il effectue une manœuvre de remise de gaz ou de rétroversion? Avant. Ou même avant? Avant, parce que là, il est en approche, mais il n'y a pas de... Pour stabiliser sa vitesse, pour être capable de repartir par la suite. Il y a une remise de gaz avant même de toucher le sol. Absolument. Et ça crée on parle bruit, pour les gens qui sont familiers avec le secteur, c'est une zone qui est comprise à l'intérieur de la rue Cousin, jusqu'à du Séminaire, et à partir du Séminaire jusqu'à la zone de la piste. Bon, et là, donc, dans les à peu près 2000 pieds, 2500 pieds avant le pas de la piste. Et quand ils remettent les gaz, ça fait quoi comme bruit, comme nuisance? Bien,
on n'est pas capable de faire une conversation. Si on est à l'extérieur, il faut arrêter de parler parce que la personne avec qui on va discuter, on ne s'entend pas bien. C'est à ce point. Et là, on parle d'avion, mais si on parle d'hélicoptère, parce qu'on a eu une bonne fréquence d'hélicoptères, l'intensité est encore supérieure. Et à un point où, des fois, les vitres des avions, des maisons, les fenêtres, vont vibrer. Fait que c'est très, très, très intense. Bon, quelle est la différence dans l'utilisation que font les pilotes de l'aéroport? Il y a des pilotes locaux là, qui ont leur avion ici. Dans le cas des écoles de pilotage, évidemment, on comprend que ce sont des gens de l'extérieur, mais est-ce qu'il y a aussi des gens de l'extérieur qui, à l'extérieur même des écoles de pilotage, utilisent l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu à diverses fonctions? Écoutez, pour tout ce qui est de l'aviation de plaisance, qui est quand même souvent des manœuvres qui sont beaucoup plus espacées, je pense que le quartier a toléré et tolère toujours cette activité-là d'aéroport de plaisance. À Saint-Jean, il y a environ 25 ou 30 avions, pilotes. C'est vraiment pas eux qui occasionnent la fréquence ou le volume qui est important. Et d'autant plus que je pense qu'il y a une certaine conscientisation, civilité des pilotes de Saint-Jean qu'on a pu constater. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les manœuvres de poser-décoller sont souvent occasionnées par des avions ou des pilotes qui font leur entraînement et qui viennent jusqu'à l'Alberta. On a eu l'été passé des pilotes de l'Alberta, des avions qui étaient probablement déplacés vers l'est du Canada. Mais il y a beaucoup de pilotes de Saint-Hubert, même l'école Carguère. Donc, il y a beaucoup de pilotes et de la Rive-Sud et d'écoles qui sont basées à Dorval, qui font des manœuvres à Saint-Jean. Et on sait que ces manœuvres-là, bien, ça ne rapporte pas grand-chose, ça ne rapporte rien. Bon. En fait, la seule chose que ça rapporte peut-être, et encore là, moi-même, j'avais un doute là-dessus, souvent, un des arguments qu'on nous dit, c'est « ouais, mais si on veut maintenir la tour de contrôle, ça nous prend, je ne sais pas moi, 60 000 mouvements par année, alors qu'on en a 45 000, puis on réussit quand même à maintenir la tour de contrôle, mais si on baisse en bas de 45 000 mouvements, il est possible qu'on perde la tour de contrôle. » Ça semble être un enjeu important, ça, le maintien de la tour de contrôle. Est-ce que c'est lié au mouvement potentiel? Premièrement, l'année dernière, c'est 36 000. 36? 36 000. Ouais. Et là-dessus, on enlève les 8 000 des planeurs. Le nombre qui est en circulation, c'est réellement en bas du nombre. Et la raison de ça qu'on garde, c'est parce qu'il y a des écoles de pilotage qui viennent. Parce que dans beaucoup d'aéroports, de Bromont, etc., on n'a pas de tour de contrôle et les avions, même des gens d'affaires, vont atterrir. Donc, c'est une priorité pour la Ville de garder la tour pour avoir une école de pilotage, malgré que le maire, à la dernière assemblée publique, a bien dit qu'il n'y avait pas d'école de pilotage. Donc, on se questionne sur cet aspect-là. Le maire a dit très clairement, l'aéroport est là pour rester. Parce qu'à un certain moment, il y avait des hypothèses de dire, bon, écoutez, on va peut-être même fermer l'aéroport pour faire d'autres choses. Bon, ça, c'est un scénario qui est écarté. Effectivement, les écoles de pilotage, je pense que vous êtes assez fermes sur cette question-là. D'autres ont évoqué, même le conseiller Fontaine disait, écoutez, peut-être un projet de fermer 2 des 3 pistes. Encore là, la 1129, qui est la plus longue, est probablement utilisée 80 du temps. L'autre sert peut-être de dégagement quand les vents sont contraires. Mais bref, est-ce qu'il y a un réel bénéfice, selon vous, à fermer ou ne pas fermer 2 des 3 pistes? Bien, écoutez, et là, je pense que c'est tout le processus lorsqu'on aura des chiffres, parce que je pense que c'est à la Ville de l'évaluer aussi et au comité aviseur. En fait, s'il y a une concentration, si on concentre les vols sur une seule piste, il y a un aspect de concentration. Donc, c'est sûr et certain, mais puisque 80 ou à peu près, même plus, des mouvements sont sur 11-29,
donc dans l'axe est-ouest, l'augmentation est quand même relativement minime si on reste dans l'aviation de plaisance. C'est sûr et certain qu'en concentrant les pistes, il y a des économies importantes du côté de l'entretien des autres pistes et des investissements qui seront ou seraient à faire pour le futur. Mais ça, c'est pas ça ne relève pas du comité de citoyens, c'est pas notre ressort. Bon, une chose qui m'a beaucoup étonné, on le sait, à la fin des années 80, il y avait un projet de prolongement de la 1129 jusqu'à l'autre côté des carrières. Moi, je pensais que c'était mort et enterré, ce projet-là. On a dit, écoutez, c'est encore quelque chose qui pourrait se faire si, effectivement, on démontre qu'il y a un réel bénéfice économique à prolonger la piste pour amener des avions peut-être plus gros, mais qui pourraient être entretenus ici. C'est un vieux rêve qu'on avait au niveau du développement économique. Est-ce que ça, c'est un scénario avec lequel vous seriez à l'aise de composer? Bien, écoutez, je pense que la problématique dans un scénario comme celui-ci demeure le fait que le pas de la piste demeure à seulement 1250 pieds. Si on prolonge par l'autre bout, il va y avoir des avions plus gros, mais ils vont utiliser quand même l'ensemble de la piste. Donc, qui dit avion plus gros, bruit encore plus important. Et quand on pense que la distance entre le pas de la piste et les zones résidentielles, c'est ce qui donne l'altitude. L'avion ne peut pas atteindre 1000 pieds sur 1200 pieds. On le sait, les avions passent à quoi, 100 pieds, 200 pieds maximum au-dessus du quartier résidentiel. On comprend qu'on ne peut pas avoir un facteur d'ascension de bien davantage à ça. Et plus l'avion est gros, plus je pense que ça deviendrait un aspect de sécurité. Là. Je rajouterais que, pour avoir lu la partie du rapport d'Abscis, parce qu'on n'a pas eu droit à lire le rapport d'Abscis d'un bout à l'autre, même si on a fait une demande d'accès à l'information, dans le rapport, ils disent très bien que l'aéroport est mal situé. Et la circulation, elle est mal... C'est difficile de se rendre à l'aéroport. Mais si on regarde la position de l'aéroport versus Saint-Hubert, l'aéroport de Saint-Hubert, avoir une plus longue piste à Saint-Jean, puis faire une compétition à Saint-Hubert, les gens d'affaires, ils vont aller bien plus à Saint-Hubert qu'à venir à Saint-Jean. C'est une grosse dépense, selon nous, qui n'est pas justifiée. Et l'espace, par exemple, entre le pas de la piste à Saint-Hubert et les premières zones résidentielles, c'est 2500 pieds. C'est 2 fois plus qu'ici. On ne peut pas penser de reproduire, même si les conditions de vente quartier peuvent être un petit peu différentes. Il reste quand même que c'est très près ici. Bon, évidemment, on comprend votre point de vue à l'égard des écoles de pilotage et aux désagréments que ça crée, mais à l'opposé, ceux qui vont prôner peut-être le développement économique dire « oui, mais on a peut-être manqué une occasion d'affaires, on aurait peut-être pu avoir une activité économique qui aurait rapporté 2 ou 3 millions de retombées par année, ce qu'on n'aura pas. » Et là, c'est un jeu de balance entre c'est quoi votre niveau de tolérance acceptable, puis c'est quoi le niveau de l'économie qu'on peut développer. C'est ça, dans le fond. Écoutez, je pense que les retombées économiques des écoles de pilotage sont à questionner, sont à voir. Souvent, les avions, ils ne font que passer. Lorsqu'on veut générer, et lorsqu'on, par exemple, par certains équipements comme l'incubateur d'entreprise, le centre d'aide aux entreprises qui est basé dans un des hangars au H2, qu'ils développent des activités. Par exemple, il y a des activités qui sont peut-être connexes au domaine de l'aéronautique pour la fabrication de pièces, mais jusqu'à quel point ces gens-là ont besoin de transport aérien immédiat. Et en fait, ils pourraient peut-être être installés même ailleurs. Qu'ils restent là et qu'ils se développent là, on n'a pas de souci. Dernière question, parce qu'on le sait, on est dans le processus de consultation publique en ce moment. Votre comité Vigilance a quand même décidé de participer au comité aviseur. Au début, je sais, on a un peu critiqué la composition du comité sur les proportions des représentants et tout ça, mais malgré peu importe, vous avez décidé quand même de participer au comité aviseur. Pourquoi? Bien, écoutez, je pense qu'il faut être capable d'exprimer notre voix. La Ville a mis cette structure-là en place. Il faut, c'est la structure officielle. Nous, on a dit, on va collaborer, on va mettre notre voix, on va mettre nos prérogatives, même si... Et écoutez, il y a des membres aussi qui sont des représentants des citoyens. Il y a 2 autres citoyens qui sont nommés. Nous, je pense qu'il s'agit de faire valoir nos points,
Sinon, les absents ont toujours tort. Et voilà. Puis la consultation, on voudrait qu'elle soit le plus objective possible, le plus complète possible. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'un projet d'aide humanitaire au Bénin. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de baseball avec Marc-André Brault. Oui, on parle du Super Bowl avec quelqu'un qui a assisté Jean-Pierre Bédard et t'as son billet. Hey, il aurait pu revendre ça 10 000 pieds. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. « 10 jeunes iront prochainement, en fait, à la fin mars au Bénin pour un projet d'aide humanitaire. 3 d'entre eux sont avec nous. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Amétis Roquebrune. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Carl Demers. Bonsoir. Bonsoir. De même que Judy Moreau. Bonsoir et bienvenue. Bon, ce projet-là, premièrement, il émane d'où? Il a pris naissance comment? Bref, quelles sont les origines? Parce que ce n'est pas la première édition. Non, exactement. C'est la 3e édition du projet. C'est créé par le Carrefour Jeunesse Emploi. Dans le fond, c'est toujours pour porter les jeunes à se dépasser et à arriver à la fin d'un projet. Presque dans toutes les sphères des activités qui sont à l'école, c'est dans le fond pour pouvoir apporter de quoi de nouveau dans nos vies. Encore là, comme je me dis, de se dépasser et pouvoir mener à bout quelque chose. Souvent, le monde va venir plus au CIGE pour trouver un travail ou c'est juste pour pouvoir motiver le jeune, là, dans le fond. Là. Fait que dans le fond, le projet Afrique va vraiment être créé pour encore là créer d'autres limites, de pouvoir se pousser un peu plus loin. Bon, et comment tu t'es retrouvé là, toi? Moi, dans le fond, j'étais dans un travail que j'aimais pas du tout. Puis ça fait longtemps que je faisais des job-ins. J'aimais ça, essayer plusieurs choses. Puis là, j'ai pris la décision, moi, justement, de vouloir retourner aux études pour pouvoir aller faire le cégep puis l'université. Moi, ça a été vraiment de moi-même. Ça a commencé juste parce que les livres étaient gratuits à l'autre école. Ça a commencé pour ça que j'ai pris la décision d'aller au CIGE à la place de prendre la relance. Puis en même temps, quand je suis arrivée là, je me suis sentie exactement au bon endroit parce qu'on a vraiment un encadrement, même si on est un adulte, de pouvoir avancer plus facilement que de le faire par soi-même. C'est vraiment, vraiment une excellente place quand on veut se prendre en main. Là. On est bien entouré. Oui, vraiment. Toi, Carl, comment tu t'es retrouvé là? Qu'est-ce qui fait que tu es parti? Moi, j'ai fait un retour aux études aussi parce que je voulais finir mon secondaire pour aller après au cégep puis université. Puis dans le fond, on s'est impliqué dans beaucoup de projets, moi et Amétis. Puis il y a eu le projet Afrique au Bénin, puis ça nous a tout de suite intéressés. Puis alors c'est ça. On a mis la main à la pâte, puis... Et là, vous avez travaillé là-dessus là, dans les dernières semaines, les derniers mois pour arriver à ça. Ouais. Et toi, Judy, qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvée là? Pas mal la même chose qu'ils ont dit, retour aux études. Mais moi, ça fait pas si longtemps que là, je suis là, dans le fond. Mais dès que j'ai arrivé au Carrefour, ils m'ont tout de suite proposé le voyage. Je sais pas, je me retrouvais là-dedans. Là. C'est vraiment un beau projet. Comment ça fonctionne? Ça veut dire, bon, dans vos expériences particulières, bon, tu dis, bon, moi, je t'ai tanné de ma job, je voulais faire d'autres choses, je veux faire un retour aux études. J'aurais pu aller à la relance, mais j'ai choisi d'aller au centre Jeunesse Emploi, c'est ça? C'est quoi, dans le fond, la différence de choix que vous devez sous-peser quand vous prenez cette décision-là? Mais c'est sûr que, dans le fond, à la relance, ça va être vraiment le côté adulte de la personne. Tandis qu'au CJE, on a comment on appelle ça déjà? Tu as des conseillers jeunesse, tu as des conseillers d'orientation qui t'aident. Si jamais tu sais vraiment pas quoi faire dans la vie, ils vont vraiment t'amener plus à ton point
sais, comme pour moi, là, je savais vraiment pas ce que je voulais faire, tu sais, travail social, psychologue. Eux autres, ils viennent vraiment t'aider dans tes points forts, tes points faibles, ce que tu veux vraiment dans Pour la vie. t'orienter. Oui, c'est exactement. Ils sont vraiment là pour ça. Puis en plus, tu as vraiment quelqu'un qui te suit à tous les jours. Fait que si tu as une personne à problème ou que tu as une personne que ça va pas nécessairement bien dans ta façon d'aller, dans ta tête, tu as toujours quelqu'un qui vient t'aider à te pousser, à te surpasser, tu sais. Fait que tu es vraiment suivi. Tandis que, tu sais, mettons qu'à la relance, il n'y a pas ce point-là qui va venir autant nous aider. Ouais. Carl? C'est du cas par cas aussi, tu sais, ils vont selon le jeune, puis c'est ça qui est fantastique, je trouve, là. C'est individuel, plus ils vont selon ça, le cas. Et qu'est-ce qui vous allume dans le projet Afrique, dans le projet d'aller faire 3 semaines d'aide humanitaire au Bénin? Moi, vas-y. Bien, ça va être une belle expérience enrichissante. Puis, c'est ça aussi. Puis, moi, qu'est-ce que je trouve, c'est qu'un petit geste comme ça fait une grande différence pour eux. C'est un pays pauvre où on s'en va. C'est pas comme ici, là. À l'école, ils apprennent la terre, là. Ils ont pas de... C'est pour ça qu'on s'en va construire des tables de banc. Ils ont une plaque d'ardoise puis écrit sur une craie. C'est vraiment pas ce qu'on vit, nous, là. C'est un choc culturel. Oui, littéralement, on va arriver là-bas puis on va rien comprendre de ce que nous, on vit comparément à ce qu'eux, ils vivent. Et de quelle façon ça vous a été présenté, toi, Julie? Moi, Quand en fait, on t'a parlé du projet Afrique, c'était quoi ta réaction? Au début, je disais non parce que je voulais vraiment me concentrer sur mes études, mais après ça, je m'en ai refait parler puis ça faisait vraiment longtemps que j'avais le goût de voyager. Fait que je suis jamais vraiment sortie du Canada, là. Puis, je sais pas, aider les gens, c'est ce que j'aime. Fait que, je me suis dit, aider là-bas, en plus de connaître leur culture, connaître leur façon de faire, connaître leur alimentation, puis aussi là-bas, on se plaint de vendre plein, là. C'est tout. C'est là-bas. Parce que là, vous avez déjà commencé à faire des recherches pour savoir un peu ce que vous allez faire, etc. Donc là, vous avez des images en tête. Oui, exactement. Ouais. On s'est aussi un peu informé sur le Bénin, de ce qu'ils mangeaient, de leur culture, de la façon que ça se passe. On va avoir aussi l'occasion d'avoir quelqu'un qui va venir nous expliquer un peu la langue de là-bas. C'est le fond que ça s'appelle, qui va venir essayer de nous montrer quelques points de base qui sont toujours intéressantes, même si là-bas, c'est quand même plus français. Juste apprendre des petits points comme ça de leur vie. Moi, ce que j'avais hâte, justement, c'est d'être dépaysagée. J'ai hâte de vivre ça, de pouvoir vraiment comprendre qu'à l'extérieur, c'est vraiment pas pareil qu'ici. Là. Et là, vous allez, dans le fond, fabriquer des tables bancs pour des écoles. Exactement. Bon, on parle d'une 50aine de tables bancs. Oui. Et là, ça va fonctionner comment? C'est-à-dire que là, une fois arrivé sur place, vous allez acheter le matériel, les matériaux, en fait, puis là, après ça, vous allez les faire sur place? Exactement, parce qu'on veut encourager aussi l'économie du Bénin en achetant tous les matériaux qu'ils nous font là-bas. On va être formés aussi, là, on est dans notre 8 semaines de formation. On va avoir un cours en ébénisterie avant d'aller là-bas, bien sûr. Puis après ça, on va pouvoir aller créer ça une fois là-bas, tout en équipe, ensemble, pour pouvoir le faire. Là. Et tu habiles de tes mains? Oui, puis en ce moment, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vend les tables bancs au coût de 100 la table ou la demi-table banc à 50 Puis aussi, on solide des gens. Puis il y a aussi les commandites, que c'est de 100 à 1000 Puis aussi, les dons sont acceptés. Donc, ça permet de vous financer parce que tout ce voyage-là, parce que là, vous êtes quand même 10, là, oui, vous êtes exactement. 10 jeunes. Donc, il est financé de quelle façon? Je comprends que sur place, vous allez acheter des matériaux pour fabriquer les tables bancs. Les tables bancs, ils nous servent justement à acheter ce qu'on vend. Tu sais, on vend 50 tables bancs. C'est l'argent qui va vraiment nous faire acheter, dans le fond, là-bas, les matériaux. C'est vraiment ce qui va nous apporter. Le reste, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de dons, on a beaucoup de commandites. Ça va aussi nous aider. Le gouvernement nous aide surtout pour le voyagement, ce qui est avion, puis hébergement et comme tout. on a Dave Turcotte qui nous a déjà donné un 350 pour le projet, qui a été vraiment beaucoup apprécié. Puis c'est ça, on récolte beaucoup tous les dons qui sont possibles. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire surtout de la sollicitation par téléphone. Pour l'instant, on a commencé par ça. Puis au fil du temps, c'est le monde qu'on connaît aussi. Puis on essaie de ramasser le plus de façons. Aussi, on va faire des soirées... des soirées de bénéfices. Bénéfices, merci, c'est ça le mot que je cherchais. Julie pourrait nous en parler. Dans le fond, il va y avoir une soirée le 6 mars, dans le fond, au Boston Pizza. Vous mangez gratuitement votre pizza favorite, small, medium, large, autant que vous voulez. Mais vous laissez un don, dans le fond, soit de 10, 15, 20 dépendamment de votre budget.
Puis sinon aussi, c'est le 17 mars. Un beau show d'humour qui va vraiment être le fun pour les gens qui sont humoristes, mais comment je pourrais dire ça? Amateur. Amateur, Vous exactement. faites ça à quel endroit? Oui, ça va être à la boîte musicale, Ouais. juste ici à côté du Morse qui viennent d'ouvrir. On va Saint-Jacques. faire ça. Oui, exactement. Donc, le 6 mars chez Boston Pizza. Oui, Le 17 mars à la boîte spectacle d'humour. ça va être 15 le billet. Puis, tu sais, aussi, on demande beaucoup à Saint-Jean, Montréal, les alentours. Si jamais vous êtes humoriste amateur, vous pouvez venir demander pour faire partie de ça. On en cherche encore. Donc là, ça vous demande de l'organisation, de Ouais. la logistique, coordonner tout ça. Exactement. On s'est tous répartis ça pas mal dans le groupe. On a vraiment une belle équipe pour vrai. Kevin, celui qui est l'organisateur, a vraiment fait des bons choix, je trouve. On est tous des personnes vraiment énergiques, puis vraiment, on s'entraide vraiment bien aussi. Fait que, Ça grouille, on est des petits Oui, souris. exactement. Ça avance vite aussi. On est contente. Toi, Carl, du qu'est-ce que tu résultat. as appris sur le Bénin en faisant tes recherches là, en prévision du voyage? Bien que c'est un pays pauvre, mais en mis à part ça, que. Attends un peu, là, j'ai comme un plan. Hein. Je ne sais pas sur La les bouffe. citoyens, le mode de vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a attiré ou qu'est-ce que vous avez retenu. Tu sais, des fois, on fait des recherches, on se dit ah oui, tu sais, on découvre des affaires qu'on ne pensait pas des fois. Ben, c'est sûr que côté nourriture, ça nous a fait peur un peu. Ah là. ouais? Ils mangent beaucoup ce qui est végétal, surtout, comment on appelle ça, les racines. Les racines. Ils OK. prennent vraiment de tout parce que, tu sais, là-bas, il n'y a pas beaucoup de... C'est du maïs, c'est du riz, pas trop. Puis là, vous autres, vous allez manger quoi? Riz, poisson, ça Ouais, va être tu sais, pas mal on- ça, Moi, patates. c'est sûr que je ne sais pas si je vais être game de goûter le poisson ou tout. Je vais essayer d'aller avec les légumineuses, le riz, les Ouais. choses comme ça, parce qu'on va devoir faire vraiment attention à l'alimentation, comme la gérante du CGE nous a dit, parce que c'est elle qui va venir avec nous. Puis elle a dit qu'elle va juger les choses qu'on va avoir mangées. Là, en quelques secondes chacun, une fois le voyage terminé, là, au niveau de vos études ou du prochain travail, c'est quoi que tu vises? Moi, je m'en vais à l'université. Je vais commencer par le cégep en art visuel. Puis après ça, j'aimerais ça devenir directrice artistique. Dans ton cas, Carl? Mais moi, je suis en train de voir un orienteur en ce moment. Fait que je pense que je suis indécis encore, mais tu Est-ce que sais, tu hésites entre deux affaires? C'est pas, entre plusieurs choses. OK. Ouais. Tu pas décidé encore. Non, c'est ça, je vais un peu toucher à tout, mais je pense que je OK. me connais pas assez encore. OK, Fait que correct. justement, le centre jeunesse, ça va me Ça va permettre. t'aider. Ouais. Et toi, Judy? Mon Dieu, moi, j'hésite encore entre la psychologie et le travail social, mais je m'en OK. vais au cégep à Sherbrooke, là. OK, Faire tout ça ça. s'en vient. Ben, à vous trois, meilleure des chances pour votre projet. J'ai Oui, Merci. vas-y. dit quelque chose. Pour les dons en haut de 20 c'est déductible d'impôt Ouais. aussi. Puis, c'est ça. Avec reçu pour fin d'impôt. Ben, merci beaucoup. Merci à vous toi. autres. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. On en parlait il y a quelques instants à l'occasion de la première entrevue dans l'émission, la consultation publique sur l'aéroport. Voici le lien Internet pour pouvoir y accéder. Il y a d'ailleurs une porte ouverte en fin de semaine, samedi, et d'autres moments également pour vous exprimer. On vous rappelle également qu'à chaque semaine, nous, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 $ et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.